Bonjour. Alors, nous allons reprendre. S'il y a bien un verbe qui a traversé tous les débats cet après-midi, c'est transmettre. Et c'est donc de transmission dont nous allons parler maintenant. Je vous présente les uns les autres. Léa Wang, vous exercez comme professeur dans une école de commerce en Allemagne, CBS, à Cologne. Vous dirigez également la recherche chez Transmission Lab, une fondation destinée à évangéliser l'enjeu, l'importance de la transmission. Et vous nous présenterez en introduction une synthèse de l'enquête, de l'étude « L'art de transmettre et recevoir le flambeau ». Cette enquête a été conduite en partenariat avec Fort Talents, que vous avez créé, Mathieu Leclerc. Fort Talents investit dans des entreprises en prise concrètement avec le sujet de la transmission, sujet auquel vous êtes personnellement très sensible. Et pour cause, vous avez été jusqu'en 2018 président du conseil d'administration de Decathlon et avez éprouvé ce que mal préparer sa succession signifie dans une entreprise familiale. L'enfant préféré de mon père était Decathlon, m'avez-vous d'ailleurs confié pendant la préparation, et je pense que c'est une phrase très forte. Denis Couderchet, vous êtes directeur grandes entreprises et ingénierie, notamment haut de bilan, à la Banque Populaire Rive de Paris. Et à ce titre, vous avez une expérience de près de 20 ans d'accompagnement de dirigeants d'entreprises familiales exposés justement aux enjeux de la transmission. Dans un premier temps, donc Léa, on va vous écouter, présenter la synthèse de cette étude. 3 minutes chrono. Oui. 3 minutes chrono. Merci. Et après, Mathieu prendra le relais pour présenter en quelques slides sa vision de la transmission. Et là aussi, 4 minutes chrono. À vous, Léa. Merci, Denis. Et donc, je vais vous présenter brièvement 2 conclusions principales de cette étude. Déjà, un petit mot sur la méthode et le panel de cette étude. Nous avons adopté une approche d'étude de cas auprès de 12 entreprises familiales qui sont centenaires. Par les entretiens avec les dirigeants, la famille et aussi les experts qui les accompagnent. Les dirigeants, les successeurs qu'on a interrogés, ils ont un âge moyen de 58 ans, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'entreprise familiale de la génération précédente de leurs parents et qu'ils ont dirigé activement l'entreprise de plus de 20 ans et qu'ils sont tous en train de préparer leur propre transmission à la génération suivante. Donc, par rapport à la question de cette table ronde, à la transmission, est-ce que ça s'apprend? Oui, ça s'apprend, mais on constate que ça s'apprend de façon consciente et ça s'apprend par un processus de réflexion personnelle qui se développe dans le temps en certaines convictions. Et une des convictions clés qu'on a pu constater et aussi un dénominateur principal de toutes les transmissions qui ont réussi ou qui ont échoué, c'est un facteur qu'on nomme une variable de niveau de contrôle et d'influence de dirigeants anciens, de transmetteurs. Et donc, se traduit par une capacité à lâcher prise. Et on voit que plus l'ancien dirigeant a de difficultés à lâcher prise, c'est-à-dire à continuellement exercer un pouvoir, souvent de façon excessive, même après la transmission de son entreprise, plus la transmission est vécue étant difficile, parfois voire impossible. Donc, on a certaines configurations d'interaction qu'on a pu identifier. On nomme des configurations de jardin d'Éden, des équilibres fragiles, des chocs de détente et aussi des terreaux de souffrance. Et un facteur d'âge en fait, qui apparaît très critique. On constate qu'une fois dépassé 70 ans, cette capacité à lâcher prise devient d'autant plus difficile. Alors, et une conclusion assez contre-intuitive qu'on a pu observer, c'est que souvent ceux qui ont bénéficié d'une transmission bien passée, ils n'ont pas forcément tous les capacités en main, les outils en main, à leur tour de bien préparer les transmissions. Et c'est plutôt ceux qui ont souffert d'une transmission qui ont mal passée, qui ont à leur tour bien réussi la transmission. Alors pourquoi
Pourquoi ça? Ben déjà, la réflexion, enfin la douleur, ça engendre la réflexion. Et on sait que la transmission, ça invoque souvent des termes comme la faim, c'est la mort, c'est compliqué. C'est un sujet, un tabou, on sait, dans les entreprises familiales, qu'on n'en parle pas souvent, encore moins dans les éducations explicites et dans la famille, dans les entreprises. Alors que ça ne se déclenche pas, ce processus de réflexion, surtout cette préparation psychologique, ça ne se déclenche pas naturellement. Et effectivement, ce sont souvent ceux qui ont souffert d'une transmission mal passée, qui ont pu initier ce processus de réflexion bien à l'avance et souvent avec de la qualité. Et donc, encore une fois, en conclusion, la transmission, ça s'apprend, mais une simple observation, ça semble ne pas suffire, et il faut que ça passe par des convictions, comme les convictions à lâcher prise, à faire confiance, à se mettre en question, à bien anticiper à l'avance, et aussi à être ouvert pour se faire accompagner. Donc il ne faut pas être seul dans ce processus. Voilà. Merci Léa. À vous Mathieu. Génial. Est-ce qu'on peut mettre les slides, s'il vous plaît? Et donc, comme vous voyez sur l'écran, on a dans mon entreprise une conviction très forte, c'est qu'une succession n'est pas une transmission. Et donc la succession, c'est je transmets la clé, la transmission, c'est je transmets le flambeau, je transmets l'âme. Et donc je suis Mathieu Leclerc, j'ai été un peu introduit par Denis, je suis entrepreneur, j'ai créé 3 entreprises, je suis de la 4e génération de la famille Mullier, il y en a quelques-unes de mes cousines dans la salle. Et je suis de la 2e génération de la famille Leclerc. Mon père a créé Decathlon. Et j'ai été aussi président de Decathlon pendant 6 ans. Et c'est là où on a eu cette conviction que environ 2/3 des transmissions ou des successions que j'ai pu expérimenter, c'était le schéma de gauche. Et on a créé une entreprise pour développer le schéma de droite. On peut passer au slide suivant. Et un facteur très important d'une bonne transmission, c'est la cérémonie de passage de flambeau. Il se passe des choses très importantes ce jour-là, quand on l'a organisé à 2 reprises déjà. Comme on voit sur la photo, le fondateur transmet les valeurs, transmet la flamme, la vision de l'entreprise. Ça, c'est le tablier rouge avec les valeurs inscrites dessus. Mais en même temps, il transmet la confiance. Dans l'exemple qui était cité là, on voit qu'il y a un tablier blanc qui vient couvrir et une forme d'invitation à réinventer, à recréer la boîte, comme on a pu le voir tout à l'heure, Anne-Sophie Pic ou aussi Pierre Gattaz, qui parlait de l'autorisation à se réinventer à chaque génération. Slide suivant, s'il vous plaît. Et effectivement, ces changements de génération, ils sont douloureux. Il y a un changement d'état significatif. On parlait de grossir ou de grandir. Évidemment qu'on est dans un schéma qui illustre le fait de grandir et pas de grossir. Et comme le disait Léa, en fait, on a des études scientifiques qui prouvent que les dirigeants de plus de 70 ans ont 3 points de croissance de chiffre d'affaires, si on prend cet indicateur-là, de moins par an que les dirigeants qui ont moins de 50 ans. Et donc ça, c'est des éléments chiffrés. Et donc on en arrive à la conclusion que le bon âge pour recevoir le flambeau, c'est entre 35 et 45 ans. Et c'est là où on a toute l'énergie, on n'a pas encore tout le savoir-faire, mais c'est là où on a toute l'énergie pour pouvoir se redresser de ses erreurs et apprendre et progresser, parce que c'est difficile, on le voit dans le slide. Et on a aussi des études qui montrent que le cycle de combien de temps on peut garder le flambeau, eh ben en fait, c'est entre 15 et 20 ans, et c'est pas 40. Et donc, si on fait les mathématiques, si on reçoit entre 35 et 45 ans, et qu'on y reste une quinzaine d'années, eh ben en fait, c'est effectivement à environ 60 ans qu'il faut transmettre le flambeau de manière explicite et transmettre sa confiance. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, notre mission chez Fort Talent Transmission, c'est d'augmenter la réussite des passages de flambeau dans les entreprises familiales. On a investi dans le groupe Petit Forestier, on a investi chez Paprec, on a investi chez Rio Glass, je salue Nicolas qui est là. On a investi pas loin de 400 millions d'euros en 2 ans. On a une équipe de 8 personnes. Il y en a 3 ici dans la salle avec moi, 2 avec moi. Et on est aussi présent dans l'atelier à Lyon et à Nantes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, on arrive bientôt, Denis, à la fin de mon petit exposé, mais en tout cas, la conviction forte qui est inscrite dans nos convictions, en tout cas, c'est qu'une succession n'est pas une transmission et il faut se faire aider. Et ici, il y a un écosystème de consultants et d'entreprises qui peuvent accompagner sur les chartes familiales, sur plein de dimensions.
Et nous, on le fait effectivement avec deux métiers, un métier d'accompagnement au moment du passage de flambeau et un métier d'investisseur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, on a pu prouver que les transmissions créent de la valeur. Et les bonnes transmissions créent beaucoup de valeur. Donc, en fait, on peut ne pas avoir peur à transmettre. On l'a dit toute la journée, il se passe des choses au niveau sociétal, environnemental, avec les nouvelles générations. C'est évident que ça booste. On investit entre 30 et 100 millions par opération. On en fait 3 ou 4 par an. Et on fait à la fois avec cet argent du cash out pour recentrer le capital familial au moment de la transmission et avec du cash in pour que le projet du nouveau repreneur puisse relancer son nouveau projet. À la sortie, la chose qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que la famille puisse se reluer. C'est là où on est très différent, je pense, d'autres formats d'investisseurs. Et on a fait, effectivement, avec Talent Lab, Léa a oublié d'en parler, mais elle en a parlé, mais elle ne l'a pas montré. Mais on a fait ce livre qui va, je pense, apparaître à l'écran. Et donc, ce livre blanc qu'on sera ravis de vous transmettre ou de vous envoyer si vous nous en faites la demande. Merci Mathieu. Je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir Anne-Sophie Pic comme témoin. Et vous parlez du flambeau, le symbole du flambeau. Et je voudrais parler d'un autre grand chef, Michel Troisgros, qui, lorsqu'il a décidé, avec l'aval de son père, de quitter Roanne, c'était il y a 4-5 ans, et de s'installer à Ouche, c'était un enjeu familial extrêmement lourd. Ils ont allumé un flambeau la nuit. Et ils ont marché de Roanne jusqu'à Ouche, il y a une quinzaine de kilomètres à peu près, en famille, avec les cadres de l'entreprise, parce qu'ils voulaient symboliquement, justement, marquer ce passage de témoin. Denis, que vous inspire la présentation de Léa et de Mathieu ? Elle m'inspire pas mal de choses. Dans un premier temps, une transmission, c'est quelque chose qui se prépare. Les dirigeants doivent se préparer à cette transmission en travaillant essentiellement avec leurs conseils, en ayant un entourage à la fois d'avocats, de conseils en fusion-acquisition qui vont les accompagner. Et c'est surtout un cheminement personnel avant de pouvoir réaliser professionnellement leur patrimoine professionnel. Ils vont avoir ce cheminement personnel qui va les amener à un moment donné à se dire je dois transmettre à quelqu'un qui va poursuivre le développement de la société, poursuivre à la fois, je dirais, assurer la pérennité sociale de l'entreprise, assurer la pérennité également des clients, des fournisseurs. Donc c'est un cheminement qui doit s'opérer. Ça se force pas une transmission, ça se prépare et le dirigeant doit à un moment donné faire le choix de le faire. Il doit pas le faire trop tard, ça a été évoqué. Il doit le faire souvent à l'aune de la cinquantaine. Il doit commencer à se préparer mentalement là-dessus, avec ses conseils qui peuvent l'aider. Je l'ai dit. On a souvent coutume de dire que passer 65 ans, c'est compliqué de céder son entreprise, ça devient de plus en plus compliqué. Et souvent, il n'est pas rare de voir des entrepreneurs de 70 ans, 72 ans qui viennent pour céder leur entreprise. Et on se rend compte que le schéma, à ce moment-là, de transmission familiale devient très complexe parce que à ne pas avoir lâché ou à ne pas avoir transmis le flambeau plus tôt, la transmission de ce flambeau devient très complexe et souvent ça peut être synonyme parfois d'un échec dans la transmission et dans la pérennité de l'entreprise et de la création de valeur ensuite qu'il y aura sur cette entreprise. Mathieu, qu'avez-vous retenu de votre expérience personnelle au sein de votre famille qui nourrit aujourd'hui justement vos réflexions et les conseils que vous donnez aux entreprises familiales ? Oui, et c'est pour ça qu'on met en avant cette notion de célébration de passage de flambeau, parce que c'est une question de posture en fait. Si celui qui transmet garde un petit bout du flambeau, en fait, s'il n'a pas transmis 100%, la transmission n'a pas lieu, la flamme ne passe pas. Et donc, ce que j'ai constaté dans ma famille, c'est que on fait toujours référence aux fondateurs de la première génération, et ces gens-là continuent à parler, à être présents, à être dans des comités. Des fois, pour de mauvaises raisons fiscales, ils vont rester dans des comités de la stratégie et tout ça. En fait, ils restent très présents et les suivants ne peuvent pas, certainement trop présents, et en tout cas, ils ne sont pas présents à la demande de celui qui reprend. C'est plutôt celui qui reprend qui doit rendre des comptes au fondateur. Et je pense que c'est l'élément essentiel pour moi, c'est une question de posture. Et donc, on peut, et Léa l'a vu dans son enquête, on peut avoir un transmetteur qui reste dans les bureaux. S'il a la bonne posture, ça se passe très bien. Et on peut avoir un
un fondateur qui n'est plus du tout présent, mais qui continue à donner des coups de fil, à continuer à se comporter comme si c'était lui qui avait, comme si c'était encore sa boîte. Et ça marche pas. La clé, c'est couper le cordon ombilical, en fait, c'est ça. La clé, c'est la posture. Pour moi. Plus que le schéma, c'est la bonne posture au service de celui qui reprend ou de celle qui reprend. Nous devions avoir parmi nous, malheureusement, il ne peut pas être présent, Eric Sarra, qui dirige LG Logistics. J'aimerais prendre pour exemple justement ce qu'il m'a confié pendant la préparation du débat et vous faire réagir. En 2001, en complément du groupe familial GT Location, qui est aujourd'hui piloté par son frère et son neveu, il a fondé GT Logistics, qui emploie 1350 salariés et réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il se prépare à transmettre GT Logistics directement à ses petits-fils, puisqu'aucune de ses 3 filles n'a souhaité reprendre le flambeau. Et elles l'ont confié un jour qu'ils n'avaient pas réussi à leur donner envie. Donner envie, c'est le chaînon peut-être le plus sensible, le plus crucial au moment de préparer la transmission. Il y a 2 choses qui me viennent en tête. Il y a le fait de faire du vélo dans l'entreprise quand on est enfant et d'être au contact des équipes de direction, bien sûr. Mais il y a aussi, si on ne le fait pas, il y a aussi la salle à manger. Globalement, dans les entreprises familiales, on parle de business, où on parle de choses en corrélation avec le business, matin, midi et soir. Et ça nous permet d'avoir la culture de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai une conviction qui est vraiment forte chez moi, c'est qu'un familial qui a baigné matin, midi et soir dans la culture familiale, donc dans la culture de l'entreprise, est très à même de reprendre le flambeau d'une façon ou d'une autre, parce qu'il ne fera pas de hors-sujet, quoi. Même s'il n'a pas les compétences métiers, s'il reçoit bien la confiance, il aura l'énergie suffisante pour apprendre et corriger, indépendamment de la connaissance du métier. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ou elle baigne dans la culture depuis toujours, et ça, c'est incomparable, et personne d'autre ne peut. Voilà, c'est très difficile pour un externe d'être complètement aligné avec cette culture. Denis, tu parlais de ce passage de flambeau, quand des gens marchent en famille. Bon, un externe arrive après un événement comme ça, il lui manque quelque chose, je pense. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, notamment, on a du mal à éveiller, à éduquer à la transmission, et cela indépendamment des entreprises familiales? Je parle vraiment du verbe transmettre. Est-ce qu'on a peut-être des difficultés? Je me tourne vers vous également, Léa, parce que vous travaillez en Allemagne. Vous avez une vision aussi internationale du sujet de la transmission dans les entreprises. Mais au-delà de ça, est-ce que vous voyez une différence? Effectivement, il y a plus de transmission familiale réalisée en Allemagne chaque année. Je crois qu'à peu près 50% par rapport à peu près 14% en France. Alors, les raisons sont très complexes. Déjà, il y a une enquête très récente qui a été réalisée par la Fondation d'entreprises familiales allemandes et qu'ils ont trouvé que plus de 50% des dirigeants des entreprises familiales interrogées pensent que la préparation, c'est un processus long, qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance, qui exige à peu près 5 à 10 ans de temps de préparation, alors que l'enquête réalisée par Transmission Lab, nous, en 2018, montre que les dirigeants français pensent que c'est un processus qui ne prendra pas plus de 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a encore un travail de sensibilisation à faire, parce que c'est un processus long, effectivement, et la bonne réponse, c'est minimum 10 ans. Alors, deuxième élément, on sait que l'Allemagne, c'est une culture qui aime la règle, qui aime tout mettre en écrit, et ça, c'est un atout assez fort. Donc, selon la même enquête, les entreprises familiales allemandes, à peu près 43%, je pense, et qu'ils ont mis en écrit explicitement les rôles bien définis de l'ancien dirigeant avec le but de limiter justement son implication excessive après post-transmission. Donc ça, c'est une pratique assez précieuse. Et effectivement, cette inclination, règle, une gouvernance forte, en adoptant une approche professionnalisante, ça crée des atouts. Denis, je rebondis sur ce que disait Mathieu à propos de l'âge. Est-ce que vous êtes, vous, par exemple, favorable à ce que dans une gouvernance, dans les statuts de l'entreprise, on fixe une limite d'âge aux dirigeants de l'entreprise familiale? Ou est-ce que c'est un sujet qui est trop sensible pour être justement incarné de la sorte? Ça va dépendre de la configuration et du dirigeant qu'on a en face de nous.
Ça va dépendre de si à un moment donné il va s'appuyer sur des investisseurs externes pour assurer cette transmission aussi en intrafamilial. Souvent, il y a une limite d'âge qui va être fixée statutairement, mais les statuts, ça peut bouger, ça peut évoluer. Donc, un dirigeant qui est majoritaire dans sa structure aura toujours la capacité de repousser sa limite d'âge statutairement. Non, je pense que ce qui est important surtout, c'est quand il y a une transmission qui va se faire en intrafamilial, c'est la légitimité qui va être donnée aux futurs dirigeants, aux futurs repreneurs, successeurs, et c'est donc l'intégrer très tôt dans l'entreprise, parce que c'est un fardeau souvent pour un enfant qui va prendre la succession de son père ou de sa mère. Donc c'est l'intégrer très tôt sur les différentes chaînes dans l'entreprise, je dirais du premier job jusqu'au dernier, pour que celui-ci ensuite il ait la légitimité vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses managers, parce qu'il y a des managers dans l'entreprise aussi. Et donc, cette notion de limite d'âge, finalement, elle est assez fragile. S'il s'est préparé 10 ans avant, comme vous l'avez souligné, Léa, s'il s'est bien préparé avant, s'il a permis à son enfant de rentrer dans l'entreprise ou d'avoir une autre expérience et d'arriver avec une légitimité, en général, la transmission se passera relativement bien. Mathieu, pour conclure, parce que malheureusement, c'est bientôt la fin de notre débat, que seriez-vous prêt vous-même à faire par rapport à cette limite d'âge dont on parle, par rapport au problème de l'âge, dans votre propre entreprise? Est-ce que vous vous dites, voilà, moi je vais m'interdire d'aller au-delà de tel âge, par exemple, parce que je pense qu'à ce moment-là, je ne serai plus le bon bonhomme pour piloter l'entreprise? Oui. J'ai passé le flambeau d'une des entreprises que j'ai créées il y a tout juste 1 an. Et avec l'équipe, quand on a écrit le projet, pas plus tard qu'il y a 1 mois ou 2, j'ai inscrit en vision à 10 ans que, là j'ai 52, 53, qu'à 63 ans, j'aurais passé un de mes enfants, la structure. Donc oui, je suis certain qu'il faut être valeur d'exemple. Donc évidemment que mes équipes vont me titiller pour que... Vous appliquez ce que vous préconisez. Ce qu'on prêche, effectivement. D'accord. Merci, Denis. Merci beaucoup, Léa, Mathieu et Denis, pour ce débat sur le verbe si cardinal, transmettre. Merci. Bien, impossible de terminer ce Family and Business Forum 2022 sans une conversation avec Priscilla de Moutier. Bonjour Priscilla. Bonjour Philippe. Vous étiez avec nous l'an dernier déjà pour la première édition de l'édition 2021. Je rappelle que vous êtes la présidente de Wendel Participation. C'est la holding familiale, on pourrait dire le conseil de famille d'une grande famille, la grande famille Wendel, près de 1200 membres réunis ensemble autour de ce projet de continuation d'un parcours familial qui a évidemment beaucoup changé, vous allez nous en parler. Et vous êtes également membre du conseil de surveillance de Wendel qui porte évidemment les participations du groupe. Alors Wendel, c'est une entreprise qui a beaucoup changé, 318 ans, c'est ça, d'existence? Exactement, 318 ans, 1704, 2022, et donc qui a commencé en Lorraine, dans la sidérurgie, et qui pendant 270 ans s'est vraiment dédié à cette industrie et cette région. Crise de sidérurgie aidant, plafonnement des prix de l'acier en France ont amené à une crise dans les années 70 qui a fait que le gouvernement nous a finalement transformé nos emprunts du gouvernement en capital et nous a de facto, après une petite opération d'accordéon, nationalisé, de facto nationalisé. C'est une des premières nationalisations. Exactement, par un gouvernement de droite, puisque c'était Giscard. On est toujours méfiez-vous de vos amis, mes ennemis, je m'en occupe, c'est ça? Mais quand même, on avait réussi à négocier justement avec Raymond Barre, qui avait compris que autant ça pouvait avoir un intérêt pour le gouvernement de nationaliser les grands hauts fourneaux, les grands laminoirs, autant notre petite participation en amont et en aval, qui était plus ou moins bien gérée parce qu'on ne concentrait pas dessus, n'avait pas vraiment d'intérêt pour le gouvernement. Et donc, on est reparti avec ces petites participations. Il y avait par exemple une usine de ciment en Lorraine, une usine de caviar d'acier, un peu d'emballage métallique. Et c'est à ce moment que le président de l'époque, qui se trouvait être mon père, a dit à la famille « Si vous voulez,
on redémarre sur la base de ça, mais je ne le ferai, on était à peu près 350 à l'époque, je ne le ferai avec vous que si vous signez tous, vous êtes tous d'accord. Une sorte de premier pacte d'actionnaires, voilà, quelque part, avant qu'on parlait de ces pactes du trade et autres. Exactement. S'il y en a un d'autre, un qui ne veut pas, je ne me lance pas dans l'aventure. Vous avez inventé les pactes d'actionnaires. Tout le monde a signé, et donc c'est la base de ce qui est devenu, a été la à l'époque, CGT. 350 personnes, on voit que, oui, on voit que ça va vite. Ça va vite, ça va très vite. les générations. Parce que oui, un peu plus en 45 ans, on a largement triplé, quoi, entre 3 et demi. Voilà. Et donc, ça a été le départ de cette nouvelle aventure. Donc, on a restructuré ces participations, on les a vendues progressivement et on s'est lancé dans l'accompagnement d'entrepreneurs pour les aider à devenir des leaders dans leur domaine. Le premier exemple avec lequel on a travaillé, c'était Capgemini avec Serge Camp, qui a été une très belle réussite. Informatisation. Voilà, exactement, oui. Et depuis, on continue et on a des parties. Nous sommes des actionnaires actifs qui siégeons au siège, qui prenons des participations de contrôle, nous sommes des actionnaires de référence. Et donc en France et à l'étranger, et notamment aux États-Unis aussi. On va rappeler toutes les histoires. Il y a eu Saint-Gobain avec des opérations, une aventure qui a été compliquée. Qui a été une aventure qui a failli nous faire exploser en plein vol. Ça a failli signer la fin de notre histoire, mais heureusement on a réussi à en sortir. Mais ça nous a fait perdre énormément d'argent, directement et indirectement, parce que pour se désendetter, on a été amené à faire un certain nombre de cessions de belles entreprises dans des conditions pas forcément idéales. Donc ça a été un gros coup, mais voilà, on en est sorti. Et puis la crise financière de 2008, alors il y a l'histoire Saint-Gobain, c'était simultané, mais également une crise familiale, une crise de gouvernance. Voilà. Peut-être ça serait intéressant de voir comment est-ce que vous l'avez vécu et comment être devenu à la tête aujourd'hui de ce conseil de famille. Je veux d'abord signaler une chose, c'est que notre histoire familiale, en tout cas indépendamment de cette crise de 2008-2009, notre histoire familiale n'est pas une belle histoire qui monte. C'est une histoire avec des hauts et des bas. Et on a su des crises, des guerres, des révolutions. On a eu les guerres parce qu'on était en Lorraine, nos usines ont été dévastées un nombre de fois. Il y a eu la Révolution française où on a tout perdu et François de Wendel a tout racheté en 1800. Enfin bref. Et je pense que c'est ça qui nous donne une certaine résilience, c'est le fait d'avoir été déjà plusieurs fois confrontés au fait de repartir de quasiment zéro. Donc je pense que ça nous a donné une force. Ouais. Savoir repartir de zéro. Et donc cette histoire-là, elle aurait pu vous emporter ou elle a failli nous emporter, oui. Elle a failli vous emporter. Si vous deviez raconter comment vous l'avez vécu, et puisque aujourd'hui vous êtes là pour apporter la solution, vous avez apporté une solution, est-ce qu'elle est solide ? La conjonction d'une crise financière et une crise familiale et de gouvernance, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement violent en simultané. Certains se souviendront qu'on a eu droit à une double page dans Le Monde, qui est quand même un privilège assez inouï. Enfin bref, ça a été très rude. On est reparti à ce moment-là. Moi, j'étais un membre lambda du conseil d'administration de Wendel Participation. Et je disais de temps à autre, vous savez, c'est très bien de gérer le business, mais il faut s'occuper de la famille. Et à ce moment-là, on m'a dit, ah oui, c'est vrai, tu parlais de gérer la famille. Je disais ça parce que notamment, c'est moi qui me suis occupée, ayant fait l'INSEAD, du centre Wendel à l'INSEAD. Et donc j'avais beaucoup appris sur les entreprises familiales et aussi par mon implication très forte dans le Family Business Network. Donc je commençais et peut-être l'exemple de votre père, ce que vous disiez tout à l'heure, sur ce premier pacte. Donc en fait, ça vous a inspiré l'exemple de mon père pour qui l'unité de la famille était quelque chose d'absolument considérable. Et ça, vous en étiez un peu l'héritière, si je puis dire, de cette idée ? Je me suis sentie, en tout cas, un peu investie d'une mission de continuer. Mon père disait toujours à toutes les réunions d'actionnaires, il disait « transmettez à vos enfants, transmettez ». Moi, je considère que nous sommes simplement, notre principal travail, c'est de transmettre et de transmettre quelque chose qui est grandi, qui soit amélioré par rapport à la génération précédente. Donc, je considère que nous sommes des passeurs dans une entreprise familiale. Donc ça me paraît vraiment absolument essentiel. Et donc, mon premier job à ce moment-là, ça a été de recréer une unité familiale, une cohésion familiale. Donc, on a commencé par faire un grand atelier où j'ai invité tous ceux qui voulaient venir. On a essayé de déterminer qu'est-ce qui étaient les choses qui les intéressaient, s'ils voulaient travailler sur les valeurs de la famille, sur l'histoire de la famille, sur l'encouragement de l'entrepreneuriat, sur l'amélioration de l'information. Bref, on a créé un certain nombre de commissions et de puis vous avez brisé un peu les tabous. Vous avez dit à ceux qui voulaient sortir, vous avez créé les possibilités d'une sortie. Ça a été un peu plus tard, ça. Ça c'était plutôt 2018, voilà. Ça a été plus tard, ça a été en 2020, en fait, oui, ça a été plus tard. Et en tout cas, c'était une des... Enfin, on voit bien dans les grandes familles, quand ça se délite un peu, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, fois 3,5, enfin voilà, on est à 7e, 8e. Au bout d'un moment, la question se pose. Et donc, il faut, à tous ceux qui pourraient connaître ce type d'aventure... Il y a deux éléments. Ça se prépare avant, ça se réfléchit ?
D'une part, comme vous disiez, prison dorée, il faut déjà que la prison soit dorée. Donc, par exemple, le dividende, pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et effectivement, on a organisé une opération de respiration il y a maintenant 2 ans et on en organisera d'autres. On est limité par nos moyens. Qui permet à ceux qui le souhaitent de sortir, permet quand même à ceux un qui peu. savent de sortir partiellement ou totalement en fonction de... Vous aviez consacré 4% du capital, si je... Oui, on a fait simultanément une augmentation de capital, parce qu'il y avait également des gens qui souhaitaient se renforcer. Et donc, on a dépensé ça, on a racheté pour 100 millions d'euros de... Le bilan de l'histoire sur les 1160, enfin sur 1200, il y a eu combien qui sont sortis, qui sont... ou rentrés? Tout est en partie. Personne n'est très... Il y a eu assez peu de sorties. Hein, non, il y a eu des sorties, mais il y a eu peu de sorties totales. Oui. D'une part, pour 2 raisons. D'une part, il y a peu de gens qui ont demandé à sortir totalement. Ils voulaient tous un peu rester dans le club. Et deuxièmement, parce qu'en fait, c'est une opération qu'on a faite juste avant la crise du Covid. Et que, pour des raisons juridiques, nous étions obligés de fixer le prix d'achat des titres 6 semaines avant l'opération. Or, arrive le Covid, toute la bourse s'écroule, et donc notre prix devient un prix d'aubaine. Et donc on a eu plus de demandes que prévu, et donc on a été obligé on n'a pas servi tout le monde. Bien sûr. Du coup, même des gens qui auraient voulu sortir totalement, mais il y en avait peu, n'ont pas pu le faire. Le problème, c'est qu'en fait, nous avons fait beaucoup d'actions pour encourager la cohésion familiale. Nous avons organisé beaucoup de choses. Nous organisons un prix de l'initiative familiale qui a beaucoup de succès. Nous encourageons donc des créations start-up, de des créations de start-up. Il y en a plusieurs. On en a parlé l'an dernier, mais il y a des belles histoires. Oui, il y a Ornicar, qui est une très belle histoire. Simundia, qui est une affaire de coaching digital. Enfin, il y a beaucoup d'affaires qui marchent très bien. Et donc, les gens n'ont pas envie de quitter le club. Voilà. Alors, ce club, vous réfutez une terminologie qui est assez anglo-saxonne, qui est le mot de family office. Vous dites, nous ne sommes pas, au sens anglo-saxon, un family office, même si vous êtes un conseil de famille et une famille d'investisseurs. Parce que pour moi, un family office, d'une part, ça a un but purement financier et ça n'est pas forcément actif. Vous achetez pas mal, vous investissez des minorités, vous prenez des actions, vous investissez surtout en bourse. Ce n'est pas la mission que vous donnez à Wendel, c'est une mission d'investisseur de long terme. Et le family office aussi, en tout cas aux États-Unis, le family office s'occupe beaucoup de la famille, ce qui pour 1200 personnes serait un gros boulot. Ils vous trouvent un appartement, ils inscrivent vos enfants à l'université, tout ça on ne fait pas du tout. Ce qui est une vision plus américaine. C'est une vision très américaine. Et je pense que ça serait difficile à adapter à un modèle de 1200 personnes, ou alors... c'est-à-dire que c'est 1200 aujourd'hui, ça sera 10 000 dans 20 ans, exactement. 30 ans. Donc je considère qu'on n'est pas un family office parce que nous avons une vraie mission d'accompagner des entreprises dans la croissance et sur le long terme. Vous l'avez dit, finalement, dans toute l'histoire de Wendel, de la Révolution à nos jours, d'abord les femmes ont joué un rôle. Les femmes ont joué un rôle important. Très important, dès la Révolution. Dès la Révolution, puisque les hommes de la famille ont été amenés à s'exiler pour ne pas prendre les armes contre le roi. Et donc, ou se faire couper la tête. Ou se faire couper la tête, l'un ou l'autre, on avait le choix. Et donc, c'est Marguerite de Wendel qui était déjà veuve à l'époque, et c'est son fils qui est parti, et qui a géré pendant la Révolution, elle a été à Paris réclamer que le gouvernement révolutionnaire lui paye ses dettes, etc. etc. Et elle a fini par leur vendre des boulets de canon, non ? Oui, c'était l'époque où effectivement à l'époque on vendait des boulets de canon, exactement, pour défendre la France. Et elle a fini emprisonnée, elle est sortie de prison, elle est morte dans la plus grande misère. Et c'est son fils qui, au début du 19e, a racheté François de Wendel, exactement. C'est pour ça qui relance l'aventure familiale. Donc ce côté réinvention, effectivement, est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN. Et c'est pour ça que la Wendel Participation s'appelait encore, quand j'étais enfant, les petits-fils de François de Wendel. Comment garder les jeunes finalement dans ce que on appelait effectivement, qui pourrait apparaître comme une prison dorée. Bon, aujourd'hui il n'y a plus l'ISF, c'est un élément qui peut-être a permis de rendre les choses moins tendues, mais il y a encore quand même, évidemment, il y a toujours des impôts, il y a toujours des difficultés. Oui. Et puis il y a toujours envie d'acheter un appartement, des choix de vie, d'investir dans une entreprise. Et puis j'allais dire, comment garder surtout un affectio societatis, vous l'avez dit, il y a quand même le club Wendel, mais comment le maintenir dans le temps alors que le portefeuille de Wendel n'a plus grand-chose à voir avec son histoire. Aujourd'hui, votre principal actif, c'est notamment Bureau Veritas, c'est pas forcément... ça n'a pas grand-chose à voir avec les maîtres de forge. Non. Alors,
Vous avez mis le doigt sur un point. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Avant, on avait un engagement total pour une région et une industrie. Et donc, et ce qui impliquait d'ailleurs, dans le ESG était très développé chez nous, puisqu'on construisait les hôpitaux, les écoles, etc. Alors maintenant, justement, pour mobiliser la jeune génération, je pense que l'élément ESG est très important. Et ça, c'est un élément qu'avec André Rentre-Poncé, on a énormément développé ces dernières années. Ça colle très bien avec les aspirations de nos jeunes. Moi, j'ai fait un séminaire pour la Next Gen il y a 3 ans. Et Donc l'ESG remplace le paternalisme d'antan. L'ESG, voilà, exactement. Ouais, un peu, si on peut dire. Cette Il recherche correspond de quand même un sens, peu à la même de motivation de valeur. recherche de sens. Et comme pour moi, c'est quelque chose auquel, personnellement, je suis extrêmement sensible, parce que je suis aussi très investie dans une ONG qui porte aussi ces valeurs. Et donc, j'ai beaucoup aussi insisté sur ces plans-là. Et là, on retrouve très bien les aspirations de la génération suivante. Il y a une autre chose, c'est qu'évidemment, heureusement qu'on est à l'âge d'Internet, parce que pour arriver à communiquer avec 1200 personnes, Internet est quand même d'un grand secours. Vous avez un réseau interne, un réseau social? On a un réseau social interne, un intranet, et qui nous aide beaucoup. Mais on fait également beaucoup de réunions physiques. On organise des dîners familiaux. J'organise des réunions avec mes administrateurs en petits comités, jusqu'à une vingtaine de personnes qui peuvent venir nous rencontrer une fois par an, nous faire part de leurs préoccupations. On a ce jury, le prix de l'entreprise familiale, qui permet un jury d'une quinzaine de membres de la famille, qui rencontre tous les jeunes entrepreneurs, qui les coach. À la fin de l'année, on décerne un prix. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui nous permettent de quand même connaître un maximum de gens. On entretient un vivier de jeunes pour savoir parmi lesquels pourront accéder au conseil d'administration de Wendel Participation et puis éventuellement au conseil de surveillance de Wendel. Donc on est très actifs, on essaye de connaître aussi bien qu'on peut nos actionnaires, sachant qu'évidemment, comme dans toute population assez nombreuse, c'est une courbe de Gauss, il y a ceux qui s'y intéressent beaucoup, ceux qui ne s'intéressent pas du tout, et puis toute une foule au milieu. Le marais, comme on dit. Et un marais, mais on a quand même bien, je dirais 250 au moins actionnaires qui sont animés, vivants, avec qui on communique régulièrement, qui participent à des événements, et donc ça c'est déjà très satisfaisant. Pour terminer, pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui ont des entreprises familiales, pas forcément la même histoire, c'est 300 ans de Wendel, mais qui regardent l'avenir, sinon, si je devais résumer ce que vous nous avez dit, c'est toujours avoir un œil sur la génération. Ouais. Pensez à la génération et suivante. pas les générations, la génération. Je pense que c'est très vertueux de regarder les générations, mais c'est loin quand même. On est quand même un peu plus loin de la réalité, alors que la génération suivante, on peut quand même l'imaginer, elle est déjà présente, on peut lui parler, on dialogue avec elle, et donc c'est très très important. Et c'est à elle qu'on doit transmettre. Et c'est à eux qu'on transmette, donc c'est très important de tenir compte de leurs aspirations. Et comme mon père le disait, je disais transmettez, pensez à la génération suivante. Transmettez aussi bien le patrimoine que les valeurs. Et on transmet quoi au fond? Pas de l'argent, pas de la richesse, on transmet quoi? On transmet une forme d'entrepreneuriat, une forme de création de valeur, mais pas pour soi personnellement, à l'échelon de la nation, mais pas seulement. On renforce des entreprises, on crée de l'emploi, et on renforce des entreprises et dans le respect de normes ESG. Donc on essaye de créer un monde meilleur pour la génération suivante. Ça me paraît essentiel. Bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette conversation avec vous. J'espère que vous reviendrez aussi pour l'édition 2023. Je suis très heureuse toujours d'être invitée. Merci. J'espère que vous viendrez nous voir en vrai, en présentiel, et on va reprendre pour la conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. On va reprendre la conclusion dans le studio Gabriel avant de clôturer cette magnifique après-midi. Merci beaucoup.